Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle diffusion de webinaire sur la plateforme autosphère.ca. On va parler aujourd'hui du segment carrosserie, le droit à réparer. Et pour en parler, on a un invité de marque en la personne de Jean-François Champagne, président de l'AIA Canada. Bonjour Jean-François. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Très très bien, merci. Merci de t'être libéré pour venir dans nos studios ce matin pour parler de cet enjeu-là, le droit à réparer et des devoirs qui en découlent aussi. D'entrée de jeu, explique-moi un peu, qu'est-ce que c'est la notion du droit de réparer? Qu'est-ce que ça sous-entend? Écoute, le droit de réparer, en fait, fondamentalement, c'est le droit de choisir pour le consommateur qui dit que mon véhicule, je peux le faire entretenir, réparer par, en fait, le réparateur que je veux et que les concessionnaires ou les manufacturiers automobiles s'engagent à fournir l'ensemble des outils, des informations, des pièces nécessaires pour permettre la réparation de nos véhicules. Oui. C'est un enjeu aujourd'hui, le droit de réparer, parce que ça implique une collaboration entre les carrossiers, évidemment, quand on parle de collision, et les constructeurs. Qu'est-ce qu'il y en est présentement aux États-Unis? Quel est le cadre de cette notion-là du droit à réparer du côté américain? Ouais. Donc, effectivement, le droit à la réparation s'exprime de façon différente à travers le monde, en fait. Aux États-Unis, la bataille du droit à la réparation, on retourne à peu près 10 ans en arrière. Ça s'est complété, en fait. Le résultat final a été l'adoption d'une loi dans l'État du Massachusetts qui a reconnu, effectivement, par la loi, la nécessité des manufacturiers automobiles d'offrir l'information, les pièces, la formation pour la réparation des véhicules et donc de permettre aux consommateurs de choisir où et quand ils veulent faire la réparation, l'entretien ou après une collision là, pour leur véhicule. Donc, c'est devenu une loi dans cet État-là. Et suite à ça, l'ensemble des manufacturiers automobiles et de l'après-marché se sont assis et ont conclu une entente pour s'assurer qu'on n'était pas pour se retrouver avec différentes réglementations dans différents États. Oui. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est le droit de réparation de l'État de Massachusetts qui est appliqué à l'ensemble du territoire américain. Et ça laisse entendre aussi que la propriété du véhicule inclut aussi les données du véhicule et les accès à ces données-là. On va en parler aussi, parce que là, qu'on parle de l'information des données du véhicule, oui, mais c'est sûr que si on retourne 10 ans en arrière, lorsqu'on a parlé de l'entente du droit à la réparation aux États-Unis, de la réglementation, on parlait surtout à l'époque de l'idée que je branche mon véhicule lorsque je suis dans une baie de service ou dans un centre de carrosserie, et ça faisait surtout à l'aspect des pièces et des méthodes de réparation de la formation. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la voiture connectée et de l'ensemble des informations générées par le véhicule. Oui. Là, ça augmente beaucoup, c'est certain. Là, il y a une évolution. Oui. C'est un autre débat dont on va entendre parler dans le futur, de dire, à qui on partage, à qui appartiennent ces données-là, de quelle façon sont partagées pour préserver aussi le droit des propriétaires de véhicules à leurs données personnelles. Oui, c'est certain que le grand débat maintenant s'étend. Donc, c'est l'évolution du droit à la réparation, parce que oui, la loi existe aux États-Unis. Oui. C'est un peu différent ici. Oui. Et donc, maintenant, on parle bien plus non seulement du droit à la réparation, mais du droit à l'information également. Oui. Un des grandes plateformes sur lesquelles l'AIA Canada a travaillé, c'est sur l'entente Cassis. Qui est un protocole qui a été négocié de gré à gré entre les constructeurs et les représentants du marché secondaire. Explique-moi un peu l'historique du Cassis et où est-ce qu'on en est présentement avec eux. Donc, effectivement, aux États-Unis, on a une loi et souvent, au Canada, on a l'impression, il y a bien des intervenants qui continuent de croire qu'effectivement, il s'agit également d'une loi au Canada. Ce n'est pas le cas. Les intervenants, que ce soit l'après-marché et les manufacturiers automobiles, se sont entendus avec l'entente Cassis, qui est effectivement le pendant, si on veut, de ce qui s'est passé aux États-Unis, sans cadre législatif. Les gens se rappelleront, il y a 10 ans à peu près, on a une grande bataille au Canada. On a espéré obtenir un cadre législatif, avoir une loi fédérale pour le droit à la réparation, mais ce n'est pas le cas. Oui. Ce qu'on a eu, par contre, c'est une entente à l'amiable, de gré à gré, avec les manufacturiers automobiles. L'AIA Canada est partie prenante. On a signé cette entente-là pour, encore une fois, s'assurer que les manufacturiers automobiles partagent les informations, les outils, les méthodes, la formation pour la réparation des véhicules. Et ça évolue. On continue à siéger sur cette plateforme-là. Et comme je le disais tantôt,
le véhicule évolue, le véhicule change, l'information devient de plus en plus importante dans notre capacité de bien réparer les véhicules. Donc, le droit à la réparation est de plus en plus lié aux informations informatiques du véhicule. Oui. Et c'est sûr que l'entente, bon, qui a déjà 10 ans, n'est peut-être pas tout à fait adaptée à la réalité des véhicules d'aujourd'hui et de demain. Oui, oui. Puis ce que tu disais aussi d'entrée de jeu, c'est que les constructeurs automobiles ont un gros poids aussi, politique, économique. Quand c'est le temps de négocier avec le gouvernement ou de s'entendre avec ces joueurs majeurs-là, pour l'après-marché, il y a du travail à faire. Là. Oui, c'est certain que si on parle du cas du Massachusetts, c'est une grande bataille qui a été liée évidemment à l'après-marché et les manufactures automobiles, un petit peu de la même façon qu'on a vu au Canada dans nos efforts d'avoir un cadre législatif. Il y a eu évidemment un gros lobby qui a été fait par les manufactures automobiles. Il continue d'être présent, évidemment, sur divers plateaux, là, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial. Et oui, c'est un grand lobby au Canada, c'est certain. C'est des joueurs importants. Et puis, écoutez, on dit toujours, dans l'après-marché, c'est important que nos manufactures automobiles soient présents. On veut leur présence active. On veut continuer à fabriquer des voitures au Canada, à fabriquer des pièces. Mais il faut aussi qu'il y ait un contrebalance aussi. Il faut s'assurer là, que leur lobby est également compensé, si on veut, par un lobby également qui vient des autres intervenants, que ce soit les compagnies d'assurance, les carrossiers, l'après-marché. On va y revenir tantôt, mais il y a des terrains d'entente. Par exemple, le programme iCar est développé en collaboration avec les constructeurs automobiles. Il y a une possibilité de l'après-marché d'être raisonnable, de s'entendre avec les constructeurs. Je reviens rapidement sur Cassis, parce qu'on entend beaucoup parler même dans les ateliers, puis ils disent, bon, ouais, Cassis, c'est une entente, mais c'est tellement compliqué, les processus sont compliqués, on commence à me dire que je n'aurai pas des pièces d'origine si je n'ai pas une certification, j'ai besoin de reprogrammer un miroir latéral quand je fais une réparation, il faut que je passe chez le concessionnaire. Dire, comme tu disais, tu as besoin de dépoussiérer un peu cette entente-là. Oui. Donc, la grande question toujours, est-ce que l'entente Cassis fonctionne? Mais écoutez, vous allez voir différentes divergences d'opinion là-dessus. C'est certain que c'est de plus en plus complexe. Le niveau de complexité des véhicules augmente constamment. La technologie, l'informatique prend de plus en plus de place là-dedans. Donc, nos ateliers, des fois, sont un petit peu pris à partie parce que ça prend une mise à jour des connaissances, de l'information. C'est compliqué. Et la question que nous, on se pose, qu'il faut qu'on se pose collectivement, dans certains cas, c'est lié à l'évolution du véhicule. Il faut s'adapter. Oui. Par contre, dans certains cas, on démontre que, bon, il n'y a peut-être pas la grande motivation des manufactures automobiles de rendre cette information-là disponible de façon simple et efficace. Et c'est là qu'est un petit peu le point de friction avec les manufactures automobiles, c'est de dire, est-ce qu'on continue à avoir l'esprit de l'entente Cassis qui disait d'avoir vraiment le droit à la réparation, de faire en sorte que oui, l'information est disponible, elle est de façon égale et que oui, cette information-là est rendue disponible de façon efficace, que c'est facile pour les gens de l'obtenir. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'il y a des points de convergence. C'est sûr, je peux comprendre que les constructeurs automobiles n'ont pas les ressources pour réparer les voitures. Il faut qu'ils fassent confiance quelque part au marché secondaire, aux ateliers indépendants, carrosserie, par exemple. Par contre, le trade-off, l'échange, c'est « rends-moi le processus faisable ». Tu peux exiger de moi que j'ai la capacité, les compétences, les outils pour le faire, mais accompagne-moi. Puis ce que je trouve intéressant de la conversation aussi tout à l'heure, Jean-François, c'est que l'approche de l'IA englobe aussi les façons de faire. Quand vous parlez avec les constructeurs, puis de dire de revoir Cassis, c'est pas juste le droit à réparer, l'accès aux données, c'est aussi peut-être de revoir la façon de réparer. Si un processus qui est recommandé par le constructeur, il faut le suivre à la lettre, il n'y a plus de place à l'innovation. Explique-moi un peu la notion, ce que tu vois en arrière de ça. Parce qu'on parle encore une fois du concept du droit à la réparation et tu parles effectivement de la relation du manufacturier automobile sur les méthodes de réparation, les procédures. Les manufacturiers automobiles ont besoin de nous. Effectivement, c'est nous qui réparons, c'est nous qui faisons les réparations dans nos ateliers de carrosserie des véhicules. Par contre, c'est certain que de la part des manufacturiers automobiles, ils veulent contrôler un peu plus tous les aspects de la relation entre le consommateur et le véhicule. Ils veulent garder, évidemment, ils veulent fidéliser le consommateur. Et certaines façons de le faire, évidemment, viennent sur les méthodes de réparation.
Puis c'est correct, je pense qu'il doit faire partie prenante de ça aussi. Mais il faut faire aussi attention parfois qu'il y a un intérêt commercial. Oui. Hein? On parle des pièces de réparation. Donc, le droit à la réparation me dit j'ai droit à avoir accès aux pièces, mais dans certains cas, c'est peut-être pas une pièce d'origine, c'est peut-être une pièce de l'après-marché, c'est peut-être une pièce recyclée. Oui. Et donc, c'est là qu'il faut faire aussi attention de dire le manufacturier automobile a fabriqué le véhicule, il est l'architecte de ce véhicule-là. C'est certain qu'on veut comprendre comment ils l'ont fabriqué parce qu'on doit le réparer de façon correcte. Mais au-delà de ça, il faut faire attention que ça ne devienne pas aussi un avantage commercial du manufacturier automobile de dire écoutez, on veut que le véhicule soit réparé constamment, toujours avec des pièces d'origine. Oui. Il y a des cas clairs. Que ce soit la structure du véhicule, les aspects sécuritaires qui demandent qu'on utilise des pièces d'origine. Oui. Mais quand on parle d'esthétique, certains modules électroniques, il n'y a rien qui dit que, encore une fois, dans le concept du droit à la réparation, un carrossier ne prendrait pas le choix d'avoir une pièce de remplacement qui vient de l'après-marché ou qui soit une pièce recyclée. Et c'est là qui est un petit peu la balance et c'est là qu'il faut agir pour assurer une bonne représentativité de l'industrie pour dire non, écoutez, on doit s'entendre, on doit partager, on doit collaborer, mais il faut s'assurer aussi que ça ne devienne pas une dominance du manufacturier automobile sur l'ensemble des procédures et des méthodes et des pièces de réparation. Oui, parce que les effets collatéraux de ça sont assez évidents. C'est-à-dire que les coûts des réparations explosent parce que jadis, on pouvait mettre du temps à réparer, alors que maintenant, ce qui est préconisé souvent dans les processus de réparation d'origine, c'est le remplacement. Et le remplacement par une pièce d'origine. Ce que tu disais, c'est que ça peut être un accélérant du nombre de voitures qui sont déclarées perte totale parce que les coûts de réparation sont trop élevés si on suit le processus tel qu'il est indiqué par le constructeur. Oui. Pour nos carrossiers, c'est certain que faire une réparation en utilisant des pièces d'origine de remplacement du manufacturier automobile, ça facilite la tâche, c'est certain. Par contre, il faut faire attention à l'impact à long terme que ça va avoir. Puis quand je dis long terme, bon, c'est assez rapide. On voit l'augmentation des coûts de pièces de remplacement. On va se ramasser avec des situations où l'assureur décide de déclarer beaucoup plus souvent des pertes totales. C'est à l'avantage économique du manufacturier automobile. Donc, il faut faire attention une fois à ce que j'ai des procédures de réparation qui incitent les assureurs à déclarer des pertes totales au lieu de faire des réparations. Ça limite la capacité d'innovation de nos carrossiers. Ce sont eux qui sont les innovateurs dans tout ça. De dire, écoutez, dans des pièces, ou dans des situations où c'est plus de l'esthétique, au lieu d'utiliser des pièces de remplacement, des pièces d'origine, est-ce que j'ai pu développer des nouvelles façons de faire qui vont réduire le coût, réduire le temps de réparation et faire en sorte que les gens peuvent garder leur véhicule plus longtemps? C'est notre rôle à jouer. On parle de l'économie circulaire, on parle de l'environnement. Ce sont des choses qu'on peut faire qui vont effectivement faire en sorte qu'on garde nos véhicules plus longtemps au lieu de les mettre au rencard puis d'acheter de nouveaux véhicules. Oui. Il faut que ça soit clair, parce qu'il n'y a pas de place à l'improvisation. Dans les processus de réparation, on ne peut pas improviser puis dire, regarde, je vais mettre cette pièce-là à la place de l'autre s'il n'y a pas un protocole clair et qu'il n'y a pas une marge dans laquelle les carrossiers peuvent jouer. De dire, regarde, tu peux réparer du plastique, par exemple. On parlait aussi là, de tout ce qui était vitres d'auto. Les pare-brises, maintenant, se réparent avant que ça... il y a des technologies maintenant qui ont avancé, qui se sont développées, qui permettent de réparer des pare-brises, même avec des fissures assez grandes. Au lieu de la remplacer, sauf des frais, c'est le pare-brise d'origine, pas besoin de démonter. Il y a donc une technologie qui fait que ça permet de trouver des solutions alternatives. Mais il faut que ça soit dans un cadre clair. On ne peut pas s'improviser, faire une réparation sans suivre un protocole qui est clair pour des raisons de sécurité. Là. Et ce protocole-là, encore une fois, il faut faire attention qu'il n'inclut pas un avantage commercial pour le manufacturier. On parle des pare-brises, j'aime ça. Oui, maintenant, on a des pare-brises qui font partie des systèmes ADAS. Donc, on se pose la question, ça fait partie des systèmes de sécurité, il faut faire attention. Oui. Par contre, l'après-marché, les gens dans le domaine des vitres vont vous dire, on a développé des façons novatrices de réparer un pare-brise au lieu de le remplacer. Et ils ont démontré que oui, on peut faire une réparation d'un pare-brise qui est aussi sécuritaire, qui rencontre l'ensemble des spécifications du manufacturier automobile au niveau de la sécurité. Et puis même si on devait remplacer le pare-brise, vous savez, il y a quelques manufacturiers dans le monde
qui fabrique les pare-brises. Sur les mêmes chaînes. Sur les mêmes chaînes. Ah, oui. Donc, que j'ai un pare-brise qui est estampillé avec une marque de commerce X ou celle de pièces de remplacement, écoutez, c'est le même morceau de verre qui vient de la même chaîne de production. Donc, il faut faire attention, encore une fois, lorsque j'ai des procédures de réparation qui vont me dire on doit utiliser un pare-brise d'origine. C'est sûr que c'est un avantage économique pour le manufacturier, mais dans son application comme telle, dans tous les jours, c'est probablement le même pare-brise qu'on peut obtenir ou qu'on peut même réparer avec des façons novatrices qui vont garder l'intégrité du pare-brise. Oui, ce qui permettrait de baisser les factures de réparation, les coûts de réparation. Absolument. Et d'économiser au bout du compte là, de l'argent aux consommateurs. Oui. C'est pour ça que c'était un des arguments qui est présenté par l'AIA lors de vos négociations, de vos discussions que vous faites avec les représentants gouvernementaux pour pas juste dire le droit de réparer, c'est l'accès aux données, mais c'est aussi un processus intelligent de réparation qui est sensible aux réalités technologiques, mais aussi aux impératifs économiques. Oui. Puis encore une fois, c'est toujours rester dans l'esprit du droit à la réparation. Oui. Il faut dire que les gouvernements, aujourd'hui, sont beaucoup alignés sur le concept de l'innovation. On se doit, en tant que société, d'innover, d'embrasser de nouvelles technologies, de développer de nouvelles façons de faire pour que, en tant que pays, on continue d'être à l'avant-garde. Et ça, souvent, on le fait à travers la lentille des manufacturiers, parce que ce sont eux qui souvent développent les nouvelles technologies. Mais il ne faut pas négliger le fait que dans notre industrie, nos carrossiers sont également des innovateurs. Ce sont des gens également qui ont développé des façons de faire qui n'avaient pas été imaginées ou pensées par ceux qui ont fabriqué les véhicules. Alors, tant qu'on garde à l'esprit l'importance de la sécurité, on va parler aussi de cybersécurité aussi, tant qu'on a ces éléments-là, évidemment, très importants là, à l'avant, mais on est capable d'innover également. Et donc, ça, c'est important, encore une fois, dans l'esprit du droit de la réparation, de se permettre, en tant qu'industrie, d'être novateur dans nos façons de faire. Dans un monde idéal, c'est là où on s'en va. De négocier une marge, un terrain de jeu qui serait balisé, mais où il y aurait de l'espace à l'innovation pour tout le secteur de la carrosserie. Je pense aux fournisseurs aussi, les peintures. Il y a beaucoup de fournisseurs aussi qui sont à l'avant-scène de l'innovation puis qui ont besoin d'inclure des nouveaux processus dans les façons de réparer les véhicules. Oui. Par contre, il faut dire que notre position est assez claire à l'AIA. Notre position est de dire que nous ne le croyons pas, que le cadre existant de CASIS, donc, qui n'est pas un cadre législatif, qui n'est pas un cadre réglementaire, la structure de CASIS n'est pas suffisante à assurer le droit à la réparation pour les véhicules d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est certain qu'il va falloir évoluer vers se réinventer lorsqu'on parle du droit à la réparation au Canada, parce que le cadre existant n'est pas suffisant pour les véhicules d'aujourd'hui et pour demain. Pour accompagner nos ateliers dans ce virage-là, de les aider à évoluer et être en mesure de réparer les voitures, comme tu dis, d'aujourd'hui et de demain. On a parlé des droits de réparation. Avec tous les droits viennent évidemment les obligations en contrepartie. Une obligation d'exceller, une obligation pour les ateliers. Présentement, en carrosserie, on le sent. Il y a énormément de pression pour accréditation, certification, des programmes ICAR. Il y a énormément de pression, les nécessités d'investir tout en trouvant évidemment une main-d'œuvre qui est de plus en plus rare. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le portrait présentement là, de la pression qu'on peut sentir au niveau des demandes, là, des reconnaissances d'excellence en certification et autres formules? Bien, écoutez, je pense que c'est un appel à tous pour l'ensemble des intervenants dans la carrosserie de se dire il faut reconnaître que le véhicule qu'on répare, il change rapidement. La quantité de technologie attachée au véhicule qu'on répare aujourd'hui, c'est clair, là, augmente rapidement et on se doit de démontrer l'excellence, nos capacités de réparer ces véhicules d'aujourd'hui et de demain. Donc, un petit peu vous répondre peut-être aux certaines craintes et les interrogations des manufacturiers automobiles. Je crois qu'ils ont une crainte. Qu'on ne soit pas capable de bien réparer les véhicules qu'ils ont fabriqués. Ils mettent de plus en plus de systèmes de sécurité dans ces véhicules-là. Et il y a une attente de s'assurer qu'on retourne un véhicule à son consommateur, à son propriétaire, qui a été réparé selon les règles de l'art et qui va assurer la sécurité de ce véhicule-là là, pour la durée de vie du véhicule. Donc oui, on a une très grande responsabilité et on doit investir maintenant, aujourd'hui, pour s'assurer qu'on est capable de démontrer nos excellences, l'excellence qu'on a à réparer ces véhicules-là. Je comprends la préoccupation des constructeurs, bravo, puis
c'est à eux aussi de nous aider à atteindre ces objectifs-là en étant peut-être un peu plus transparents. Mais on en a parlé tantôt. Oui. Certification, accréditation, parle-moi un petit peu du PCAC. Oui. C'est un peu le fruit là, de réflexion par rapport aux enjeux justement de qualification des équipes là, dans les ateliers. Absolument. Donc, on fait des grandes représentations pour dire on a des droits, on veut l'accès à l'information, on veut maintenir la philosophie du droit à la réparation. En contrepartie, on a des responsabilités et le PCAC, c'est ça, c'est l'expression du besoin d'être capable de démontrer que certains carrossiers ont la formation, les outils et les méthodes de travail nécessaires pour réparer les véhicules d'aujourd'hui et de demain. Oui. Et ça s'est fait un petit peu, je dirais, en contrepartie, en réponse à l'évolution rapide des programmes de certification des manufacturiers automobiles. Oui. Écoutez, ça a commencé avec quelques programmes. Aujourd'hui, il y en a peut-être une douzaine, sinon plus. Oui. Ils changent constamment. Je dois avouer, ça crée beaucoup de confusion dans le marché présentement. Et le PCAC est un petit peu une réponse à ça, en se disant, non, ça ne doit pas être nécessairement une longue liste de demandes de la part des manufacturiers automobiles en termes de formation, d'outils et de techniques de travail, mais bien un ensemble de pratiques, de formation, d'outils, de façon de faire qui démontrent l'excellence des ateliers de carrosserie. Donc, les capacités. Les capacités. Un programme par l'industrie, pour l'industrie, qui inclut tous les intervenants et qui disent collectivement, voici les choses qu'on doit avoir, voici le type de formation qu'on doit avoir, puis on va parler d'ICAR un petit peu, mais c'est sûr que c'est ce genre de choses-là qui sont nécessaires aujourd'hui, maintenant, pour l'ensemble des carrossiers. Oui. On va en parler tout de suite d'ICAR, mais dans une autre dimension. Au CCIF à Halifax, on a entendu des informations disant que ICAR USA avait été mandaté par des constructeurs automobiles pour faire un peu l'équivalent d'un PCAC. De dire, bon, peux-tu faire le ménage sur nos programmes de certification, voir un peu quels sont les processus communs qu'on pourrait partager, le coffre à outils de base qu'on pourrait reconnaître comme étant pertinent pour nos types de réparation, pour qu'on puisse faire peut-être une espèce d'accréditation un peu plus globale. J'ai bien entendu, là, c'est dans l'air du temps. Bien, écoutez, c'est sûr que le mandat qui a été donné à ICAR, c'est surtout au niveau du coffre d'outils, effectivement. Puis, c'est la reconnaissance par les manufacturiers puis d'autres intervenants de dire on ne peut pas continuer à gérer une douzaine ou une quinzaine de programmes d'accréditation des manufacturiers automobiles. Nos carrossiers nous le disent. Écoutez, les investissements de temps, d'énergie. Puis, bien, les outils ne rentrent pas dans l'atelier. Il faut se dire les vraies choses. Là. Je vais me certifier sur 12 différentes lignes de produits. Là. Il n'y a pas d'espace dans mon atelier pour rentrer tous les outils. Puis ça devient un petit peu, c'est malheureux, c'est la façon que ça a évolué. Chacun des manufacturiers a des demandes spécifiques sur certains types d'outils, entre autres, qui rend ça très, très difficile pour le carrossier. Puis encore une fois, c'était ça la genèse du programme PCAC. C'est-à-dire on va aller vers plutôt un set de standards qui vont reconnaître le besoin des outils, de la formation, sans être spécifique à une marque de commerce comme telle. Par contre, le point central de tous ces intervenants-là, c'est la formation ICAR. Je dis souvent, il y a beaucoup de confusion pour les carrossiers. C'est quelque chose qui est très clair pour l'ensemble des intervenants, c'est les formations ICAR. Écoutez, en passant, ça n'existe pas ça, du côté mécanique. C'est particulier à la carrosserie. C'est les manufacturiers, les assureurs, les intervenants ensemble qui ont établi ces programmes de formation-là. C'est des bons programmes de formation, sont reconnus par tous. Et je dis toujours aux carrossiers, si vous êtes indécis par rapport à votre futur en ce qui a trait à la formation, à la certification PSCAC ou ceux des manufacturiers, investissez dans la formation ICAR aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est une donne qui est claire. Et on se doit d'augmenter le niveau de formation de nos techniciens aujourd'hui. Et ICAR a reçu effectivement un mandat de dire, au-delà de la formation, à la lumière de la confusion qu'on voit au niveau des outils, y aurait-il une possibilité d'ICAR également établir un peu un standard à ce niveau-là? Et ils travaillent là-dessus.
Ouais. Nous, évidemment, on supporte ça. Écoutez, l'AIA Canada est l'organisme qui livre ou qui délivre l'ensemble des formations ICAR au Canada. Ouais. On est impliqué dans la traduction en français de l'ensemble des formations ICAR. Presque tout le catalogue est maintenant disponible en français. On a travaillé énormément, on continue de le faire constamment. Oui. Parce que l'ICAR, ce qui est merveilleux, c'est qu'il continue à investir constamment, à créer des nouvelles formations, à l'affût des nouvelles technologies. Oui. Et nous, on suit. Oui. Écoutez, on est constamment en collaboration avec les constructeurs aussi. C'est en collaboration. C'est montrer qu'il y a une possibilité d'avoir un terrain d'entente. Oui. Mais ce que je trouve quand même assez hallucinant là-dedans, puis je reviens juste là-dessus rapidement pour passer à autre chose, c'est que les constructeurs se réalisent eux-mêmes que les programmes de certification, c'est presque impossible d'implanter ça sur une grande échelle. Un atelier indépendant me disait, écoute, combien d'argent tu penses? Moi, je répare pas juste une marque de voiture, je répare 8 marques de voitures. Je ne sais jamais le matin ce qui va rentrer, le soir ce qui va sortir. Comment tu veux financièrement que je cherche ces certifications-là? Puis de l'autre côté, j'entends comme quoi, ils ne voudront plus me vendre de pièces d'origine et puis que je n'aurai pas accès aux données parce que je ne suis pas certifié. Il y a comme une prise de conscience présentement du côté américain de dire, OK, certification, on veut rehausser la qualité de la prestation des ateliers au niveau technique, oui, mais d'implanter ça à grande échelle, c'est presque irréaliste. Oui, c'est un grand paradoxe parce que en bout de ligne, ça ne s'applique pas très, très bien dans nos ateliers. Puis écoutez, même les concessionnaires qui, eux, ont des ateliers de carrosserie, sont bien contents d'avoir la certification de leur propre marque, mais ils sont un petit peu pris aussi dans la même situation en disant, bien, écoutez, moi, je suis un concessionnaire Toyota, est-ce que je vais aller chercher une accréditation GM pour réparer des véhicules GM dans mon concessionnaire? Donc, toute cette dynamique-là fait que ça crée de la confusion dans le marché, malheureusement. On le voit de façon globale, évidemment, et on est quand même à l'avant-garde parce que, soit dit en passant, le PCAC, c'est assez unique. On a eu la capacité, l'innovation au Canada, de voir cette tendance-là et de répondre en disant, on peut avoir un programme qui va permettre à l'ensemble des carrossiers de démontrer leur excellence, d'être reconnus, sans avoir à passer à travers toutes les différentes certifications. Payer aussi, parce qu'il y a des frais aussi attachés. Oui. Bon. Il y a des frais, des outils, des coûts liés à ça, et puis c'est certain. Et en bout de ligne, la grande discussion des pièces, oui, on entend beaucoup de craintes. Il y a beaucoup, je pense, de désinformation à ce niveau-là. Parce qu'en bout de ligne, encore une fois, on revient à l'essence de l'esprit du droit à la réparation. On se doit d'être capable de fournir des pièces. Et il faut faire attention à ça. C'est quelque chose qu'on regarde de très près. On est à l'affût de ça parce qu'effectivement, ça crée des précédents qui vont à l'encontre du droit à la réparation, ça c'est certain. Mais de l'autre côté, par exemple, en contrepartie, comme on disait, l'obligation de prouver qu'on est en mesure de faire les réparations dans les règles de l'art. Et c'est un programme que le PCAC ou un engagement envers le programme ICAR pour faire monter ses techniciens. C'est une démarche, je pense, qui est valable, qui a une grande valeur, là, peu importe le niveau de reconnaissance par les autres partenaires. Là. Oui, et puis on dit toujours, je crois qu'on a des droits fondamentaux, il faut les défendre, on va se battre pour ces droits fondamentaux-là, c'est certain. Et en contrepartie, on va reconnaître, on va travailler très fort aussi pour assurer qu'on est capable de démontrer nos capacités, nos compétences, l'excellence qu'on a dans nos façons de faire pour rassurer le consommateur, l'assureur et le manufacturier automobile qu'on est capable de faire cette réparation-là. Parce que ça, c'est aussi une question qui revient, puis de dire, OK, j'embarque, moi, dans le PCAC, c'est bon parce que on veut se démarquer, on veut vraiment prendre la vitesse supérieure et tout. Mais quelle est la reconnaissance que j'en ai? Est-ce que mon assureur va m'envoyer plus de véhicules ou est-ce qu'il va bonifier le taux horaire qu'il m'offre parce que je suis PCAC? On n'est pas tout à fait rendu là. Ça aussi, c'est le grand débat, c'est sûr, parce que les gens qui veulent s'investir avec les programmes de certification disent, bon, c'est quoi le retour sur l'investissement? Ça coûte cher, ça demande c'est des grandes demandes en termes de l'investissement sur la formation des techniciens, les équipements, les outils. Est-ce que ça va me donner vraiment plus de revenus dans mes ateliers? Est-ce que ça va attirer plus de véhicules dans mes baies, dans mon atelier de carrosserie? Mais probablement la réponse aujourd'hui, pour être honnête, probablement pas. L'effet immédiat n'est pas là. Ce qu'il faut créer, c'est un mouvement qui va permettre à l'ensemble des intervenants de se faire reconnaître pour l'excellence de leur capacité. Et lorsqu'on en parle avec les assureurs, je dirais qu'on a une très bonne écoute. On a une belle réponse de la part des assureurs qui disent, nous, au lieu de créer nos propres programmes, sont capables de reconnaître
un programme de l'industrie qui vient faire un petit peu rencontrer là, nos demandes, nos besoins, on est prêt à l'endosser. Mais on est un petit peu dans l'histoire de l'œuf et la poule, parce que c'est à l'industrie de faire l'effort. Ce n'est pas aux assureurs à venir forcer le programme sur les carrossiers. C'est aux carrossiers de se prendre en main eux-mêmes. Et je pense que oui, le jour où on aura une masse critique, et c'est là la clé, c'est la masse critique de nos carrossiers, de ceux qui vont prendre l'avant pour être capables de réparer les véhicules d'aujourd'hui et de demain. Lorsqu'eux vont avoir obtenu leur certification, ça devient beaucoup plus facile pour les assureurs de le reconnaître. Donc, c'est ça. On regarde souvent l'assureur, mais je crois qu'il faut plutôt prendre le miroir, se regarder et dire, est-ce qu'on est capable d'avoir une masse critique d'entre nous qui sont reconnus, qui ont démontré leurs compétences, et là, de faire un lobby vers les assureurs et dans nos efforts de représentation avec les assureurs, sans avoir des engagements fermes, je crois qu'ils sont tous prêts à supporter, engagés. Et un jour, je pense à reconnaître le PCAC, le jour où on aura atteint cette masse critique-là. On approche de la conclusion, mais il y a une couple d'éléments que je trouve très intéressants. C'est que tu parles d'un programme qui vient de l'industrie pour l'industrie. Et ça, je trouve ça bien que ça vienne de l'industrie, que ce n'est pas imposé par le constructeur. Le constructeur arrivait et il dit, regarde, c'est une certification, voici les règles et tout. Alors que là, tu consultes tous les partenaires de l'industrie, tu dis, regarde, voici le programme qu'on veut mettre de l'avant. Intéressant. Intéressant aussi du point de vue des assureurs, parce que chaque assureur a son réseau confiance. Bon, il n'y a pas trop de plaintes là, la qualité est bonne, vitesse d'exécution bonne. Alors que là, ça va jouer ça va les soutenir dans leur prise de décision de référer des ateliers dont la qualité est démontrée. Absolument. On le voit aujourd'hui, on va le voir de plus en plus. Les véhicules de plus en plus complexes, on se doit de démontrer qu'on est capable de les réparer comme il faut. Et encore une fois, lorsqu'on l'attache avec le droit à la réparation, c'est de permettre de continuer à offrir aux consommateurs ou aux assureurs, aux différents intervenants, un choix dans lequel on peut tous compétitionner. Puis en bout de ligne, on a tous un modèle d'affaires qui est bon pour tout le monde. Oui. Y a-t-il un échéancier pour le cassis avec des dents? Le cassis avec les dents, écoutez, je vous dirais, là, il y a présentement, c'est le dossier numéro 1. C'est sûr que le dossier de la main-d'œuvre est très important, mais le dossier du droit à la réparation, de l'accès à l'information des véhicules pour l'après-marché, c'est un sujet numéro 1 chez nous. Encore une fois, on reconnaît que l'entente cassis, dans son format actuel, ne suffit pas à garantir pour le futur l'accès à l'information pour l'après-marché, donc c'est une grande bataille. Malheureusement, présentement, on va entrer dans la saison électorale au niveau fédéral. Oui, oui, déjà, oui. Et donc, bien qu'il y a plein de consultations, que ce soit sur le véhicule du futur, la charte numérique pour le Canada, toute la réglementation au niveau des véhicules connectés autonomes, on participe sur tous ces forums-là. Mais on ne sent pas présentement qu'il y a un mouvement par le gouvernement de vraiment arriver avec des changements réglementaires ou législatifs d'ici la campagne électorale. Donc, il va falloir attendre le prochain gouvernement fédéral pour continuer nos efforts sur cette plateforme-là. Parfait. Mais écoute, l'ensemble de nos auditeurs, évidemment, souhaitent le succès des démarches. Il y en va de la pérennité de leur entreprise, évidemment, parce qu'on voit bien que le droit de réparer, c'est le droit aussi de poursuivre des opérations commerciales. Je te remercie de ta présence, Jean-François. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions.